Pierre va avancer. Bonjour. Depuis ce dimanche, la Turquie et ses alliés, l'armée syrienne libre, ont attaqué la région Afrin, de nord-ouest de la Syrie, pour libérer, ils disent, une région qui est gérée par les Kurdes qui sont liés au PKK. Et après, on constate un consentement des Russes parce qu'ils ont retiré leur armée et compréhension de soucis légitimes des Turcs par les Américains. Expliquez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe derrière? On peut commencer par expliquer la région Rojava, c'est où? Rojava, c'est le nord de la Syrie, c'est ce qu'on considère comme étant le Kurdistan syrien, donc qui est composé en réalité maintenant de 3 cantons, dont Afrin qui est attaqué aujourd'hui. Donc le Kurdistan syrien, qui est maintenant sous la domination d'un parti kurde qui s'appelle le Parti de l'Union démocratique, le PYD, et dont la branche armée est composée, c'est des unités de force populaires, donc les YPG pour les hommes et les YPJ pour les femmes, dont on avait beaucoup entendu parler évidemment au moment du siège de la ville de Kobané, ce siège qui avait été mené par l'État islamique et par Daesh. Donc il y a un véritable enjeu pour l'ensemble de la région, il y a un véritable enjeu évidemment aussi pour la Turquie, et je trouve que ce qui se passe actuellement est assez dramatique, évidemment, vu les bombardements et vu l'entrée de l'armée turque dans ce canton d'Afrin, donc ce canton d'Afrin qui n'est pas relié aux 2 autres cantons kurdes, et donc c'est ça que veut empêcher en réalité la Turquie aujourd'hui, c'est qu'elle continue. C'est séparé par qui? Par l'armée syrienne? C'est séparé par l'armée syrienne, et voilà. Et donc depuis le début, même la Turquie avait déjà bombardé des positions des YPG et ce qui a été créé il y a plusieurs mois maintenant, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire qui regroupent les forces des YPG et certaines milices arabes, puisque les populations là-bas ne sont pas à 100% kurdes, mais il y a aussi évidemment des populations arabes qui y vivent. Donc le principal objectif d'abord pour la Turquie aujourd'hui, c'est d'empêcher la réunification des 3 cantons, et donc il y a un continuum dans ce Kurdistan syrien que les Kurdes appellent le Rojava. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, je conçois que ce soit difficile. Il y a énormément d'acteurs, il y a des acteurs locaux, il y a des acteurs régionaux, il y a des acteurs internationaux, qui n'ont pas toujours les mêmes positions, qui peuvent se retrouver une fois ensemble sur une position, qui vont s'affronter sur une autre. Par exemple, les Américains, les États-Unis aujourd'hui soutiennent les forces démocratiques syriennes et avaient annoncé leur volonté de créer un contingent de 30 000 hommes pour tenir la frontière. À la place de qui? Normalement, à la place de l'armée syrienne, à la place de Damas. Donc évidemment, ça ne plaît pas aux Turcs. Pourquoi ça ne plaît pas aux Turcs? Parce que les Turcs disent que le Parti de l'Union démocratique est lié au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est la bête noire d'Erdogan, le président turc. Vous qui vous avez visité plusieurs fois ces régions, vous étiez en contact, est-ce que c'est vrai ou c'est un mensonge? Alors, ils ne sont pas liés organiquement. Ça, c'est très clair, contrairement à d'autres parties dans d'autres régions du Kurdistan qui peuvent l'être, de Kurdistan historique. Il y a des liens qui existent évidemment, et il est vrai aussi que lors du siège de Kobané mené par l'État islamique, les forces des YPG à Kobané ont reçu l'aide de combattants du PKK qui sont venus, qui sont descendus de montagne et qui ont mis leur expérience à disposition, qui ont formé des bataillons, qui ont encadré des bataillons et surtout qui se sont mis à disposition. J'avais pu moi-même voir à Kobané pendant le siège, puisque vous savez que j'y étais en novembre-décembre 2014, j'avais pu moi-même voir et m'entretenir avec des combattants du PKK. De là à dire que ces organisations sont exactement les mêmes, et il y a un pas que franchit la Turquie, et ce qui est tout à fait étonnant d'ailleurs, c'est que tous les pays ne le font pas. Mais je vois que la France, par exemple, considère aussi que le PKK est une organisation terroriste. Or, c'est l'argument principal aujourd'hui d'Erdogan pour attaquer, pour dire ça va devenir un sanctuaire du PKK, ces Kurdes syriens sont aussi liés avec le PKK, donc on ne doit pas accepter ça. Mais il s'appuie en faisant cela sur des déclarations des pays européens et des États-Unis qui ont placé le PKK sur la liste terroriste. Or, il faut se rappeler non seulement le siège de Kobané, mais il faut se rappeler aussi que les Yézidis, c'est-à-dire en Irak, à la frontière avec la Syrie, au nord-ouest de l'Irak,
ont été sauvés d'un génocide annoncé que voulait perpétrer Daesh, que voulait perpétrer l'État islamique, parce que les forces du PKK sont descendues des montagnes et sont venues sauver les populations civiles. Donc, alors, qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Évidemment, c'est une définition qui est très politique. Et malheureusement, quasiment une semaine avant l'offensive lancée par la Turquie sur le canton d'Afrine, le président turc était à Paris, était reçu par le président français Emmanuel Macron, et on peut se dire, et on l'a vu d'ailleurs lors de la conférence de presse des deux présidents, que lorsque le président Erdogan a entendu le président français Emmanuel Macron parler de la lutte contre le terrorisme et de commencer non pas par Daesh, mais de désigner d'abord comme ennemi principal le Parti des travailleurs du Kurdistan, c'était presque un blanc-seing donné à la Turquie pour aller attaquer Afrin. C'est comme la Russie. Apparemment, l'attaque a commencé quand dans Idlib, l'aéroport d'Idlib était confié ou libéré aux armées russo-syriennes. Est-ce qu'il y a un marchandage derrière cette affaire? Le marchandage, je crois, n'est pas là. D'abord, il est vrai qu'après une période de tension forte entre la Turquie et la Syrie, il y a eu un rapprochement entre Ankara et Moscou ces derniers mois. Donc ça veut bien dire quelque chose par rapport à la situation, parce que le fait que Daesh ait été défait, même s'il n'est pas encore complètement terminé, mais le fait que Daesh ne rayonne plus comme il le faisait auparavant, ouvre une nouvelle page, une page que moi j'appelle évidemment l'après-Daesh. On en avait eu déjà des confirmations lors des problèmes avec le Liban. Et donc il y a un rapprochement Ankara-Moscou, et qui fait que à Afrin aujourd'hui, l'espace aérien d'Afrin est surveillé par les Russes. Si l'armée turque peut envoyer ses avions et bombarder, c'est bien qu'il y a de fait une autorisation qui est donnée. Donc voilà, toute l'ambiguïté. Jusqu'à quand? C'est toute la question. Je ne pense pas que les Russes vont laisser les Turcs finir le travail au mauvais sens du terme. Je pense que c'est aussi une façon de faire pour les Russes qui soutiennent le pouvoir en place à Damas, d'arriver à négocier quelque chose, notamment sur la tenue des frontières, pour que Damas ne soit pas exclu de cette région nord de la Syrie, et de faire en sorte que des négociations puissent s'entamer, d'autant plus, comme vous l'avez dit, que les Américains soutiennent aujourd'hui les forces démocratiques syriennes et qu'elles voulaient créer cette force de 30 000 hommes à la frontière. Donc tout ça se joue dans cette partie-là, alors qu'à Idlib même, donc cette partie qui est frontalière aussi avec la Turquie, mais qui est une partie plutôt arabe et non pas kurde, se sont réfugiés dans toutes les négociations qu'il y a eu, notamment à Alep et dans d'autres villes de Syrie, lorsqu'il y a eu des combats qui ont été menés, et l'avancée de l'armée syrienne soutenue par la Russie, mais soutenue aussi par l'Iran et des forces iraniennes. Une partie de ces islamistes sont partis à Idlib, dans des corridors accompagnés pour se réfugier là-bas. Or, à Idlib, c'est le Front al-Nosra, ou ces avatars, ou les nouveaux noms qu'ils peuvent prendre, qui règnent en maître. Et donc se pose toute la question qui avait été posée il y a déjà plus d'un an, et notamment lors du siège d'Alep, où les pays occidentaux et les États-Unis refusaient de mettre sur un même plan le Front al-Nosra, qui n'est autre qu'une émanation d'Al-Qaïda en Syrie, sur le même plan que l'État islamique, et s'était refusé à combattre réellement Jabhat al-Nosra, le Front al-Nosra, qui maintenant se trouve à Idlib et qui reste une des dernières grosses poches tenues par les islamistes en Syrie. Mais on voit bien aussi que l'armée turque, il ne faut pas l'oublier, que l'offensive menée par la Turquie aujourd'hui ne se fait pas seule. La Turquie est accompagnée, vous l'avez dit tout à l'heure, de gens qui se réclament de l'armée libre syrienne, qui en fait sont des islamistes qui ont été formés par la Turquie et armés et qui participent aujourd'hui au combat. À l'origine, c'était des officiers syriens qui ont quitté la... À l'origine, l'armée libre syrienne était aussi, oui, beaucoup une émanation des pays occidentaux qui voulaient trouver un moyen là, mais cette force a été très vite dépassée, notamment parce que le jeu régional, et notamment de ceux des pays du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar notamment, ont renversé des situations et ont renforcé en réalité tous les islamistes. Alors, aujourd'hui même, la situation est différente. Seul le Qatar, aujourd'hui, soutient la Turquie dans son offensive. Mais encore une fois, un des paradoxes et une des ambiguïtés, c'est que les Américains sont évidemment très gênés parce qu'ils ont en face d'eux une armée turque qui est un des piliers de l'OTAN, du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Donc on voit mal deux alliés de l'OTAN se combattre aujourd'hui. Donc on est dans un paradoxe qui est total.
Mais à mon avis, d'ici quelques jours, mais malheureusement les dégâts seront considérables en termes humains évidemment, puisque les populations civiles sont touchées, mais aussi en termes politiques, les dégâts vont être assez terribles. Mais on voit l'impuissance des contradictions, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni le 22 janvier, lundi 22 janvier, n'a pas fait de déclaration, n'a pas fait de condamnation, simplement demandé de la retenue, ce qui signifie de l'impuissance. Est-ce que le choix d'attaque ce dimanche par rapport aux discussions de Sochi, c'est volontaire? Est-ce que la fin d'opération aussi, c'est un petit peu, il faut que ça soit avant? Est-ce que ces discussions en Russie pour la Syrie, est-ce que c'est remis en question? Est-ce que ça devient sans résultat? Ou peut-être ça va nourrir mieux? Alors non, parce que d'abord, quand l'offensive a été lancée le samedi 20 et le jeudi, donc deux jours avant, le chef des services de renseignement turc et le ministre des Affaires étrangères turc se trouvaient à Moscou. Donc il y a eu une discussion vraisemblablement sur cette question-là. On ne peut pas penser que les Turcs n'ont pas averti les Russes de l'offensive qui allait être menée. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'un certain nombre de militaires russes ont été retirés de cette zone d'Afrine. Pour Sochi, effectivement, la Turquie, dans le nouveau rôle qui a été le sien depuis quelques mois, ça a été de participer en représentant un peu d'un certain nombre de groupes islamistes ou de groupes de l'opposition, de participer à des négociations qui étaient plus d'ordre militaire, au Kazakhstan, à Astana, avec l'Iran et avec la Russie notamment, pour arriver à créer des zones ce qu'ils appelaient des zones de désescalade, et de faire en sorte que le conflit commence à s'atténuer. Il y a Sochi qui est prévu maintenant à la fin du mois de janvier. On peut effectivement penser que la Turquie veut y arriver en position de force et en ayant de quoi négocier un certain nombre de choses. Se trouvent exclus évidemment les pays occidentaux. Et donc on voit par exemple la France qui essaie de rejouer un rôle après l'attitude terrible de la diplomatie française dans cette région, puisqu'elle continue à faire, à mon sens, même si elle prend acte de la nouvelle situation en cours de l'après-Daesh, de ce que fait la Turquie, des problèmes entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, du fait que l'armée syrienne a avancé et qu'aujourd'hui la défaite de Damas n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui peut être à l'ordre du jour, c'est qui va diriger la Syrie demain. Donc justement, des paramètres plus politiques. Donc de savoir si Sochi va aider à reprendre des discussions à Genève dans le cadre de l'ONU, ou si Sochi va devenir lui-même un processus réel. Un processus à part. Un processus à part, ou le processus qui va remplacer le processus politique. Mais on peut penser que les États-Unis et les Occidentaux ne l'accepteront pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres éléments que moi, je n'ai pas pensé à vous poser la question? Non, il y a un élément, je pense, qu'il faudrait rajouter. C'est que je pense que tout découle aussi d'une certaine manière du fait que en Turquie, le président Erdogan, en fait, n'a jamais su régler la question kurde. À un moment donné, des négociations avaient été entamées, puis la guerre a repris aussi pour des raisons politiques, parce que Erdogan voulait absolument avoir une majorité au Parlement qui lui permettait de devenir président et de modifier la Constitution. Le fait qu'aujourd'hui il ne sache pas discuter avec le PKK, qui est une force représentative, qui est une force qui existe, le fait même que quand il met en prison des élus qu'on appelle pro-kurdes, ceux du HDP, et dont les numéros 1 sont aujourd'hui en prison, montre bien que la Turquie aujourd'hui ne règle pas cette question, préfère attaquer comme ça et préfère essayer de régler militairement et par la violence et par la force. Et aujourd'hui, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'arrestations en Turquie contre, y compris des gens qui sur Internet intervenaient pour dénoncer l'intervention turque en Syrie. Donc je pense que pour l'instant, Recep Erdogan a l'air tranquille, parce qu'il n'y a aucune vraie condamnation de ce qu'il est en train de faire. Tout ça pourrait se renverser quand même vite fait, parce qu'il joue un jeu un peu isolé contre l'ensemble du monde, je dirais, même si les raisons sont un peu différentes, c'est en tout cas contre l'ensemble du monde, et que tout ça pourrait se retourner contre lui et au niveau international, et aussi au niveau national, parce que s'il ne parvient pas à ses objectifs clairs dans le nord de la Syrie, il en pâtira en termes politiques dans son propre pays.
Mais par contre, Recep Tayyip Erdogan, hier ou avant-hier, dans Bursa, a fait une déclaration au peuple réuni. Il disait que moi, j'ai aucun problème avec les Kurdes. J'ai des problèmes avec les terroristes. Et il a énuméré que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est les Kurdes, ils ont le journal, télé, et députés, élus, machin, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Et ça veut dire, ma question est, est-ce que AKP et Parti et la personne d'Erdogan a une influence dans le milieu kurde, comme il dit, ou non? Oui, oui. Il a eu une influence dans le milieu kurde, notamment en s'appuyant sur les commerçants. En s'appuyant sur les commerçants et en faisant des négociations, ça a créé un climat beaucoup plus propice au commerce. Et il est vrai que dans les premières élections où il participait, avec son parti, l'AKP, dans ces régions-là, l'AKP a fait un certain nombre de voix, parce que ça représentait peut-être la voie de la paix. Mais très vite, les choses sont apparues telles qu'elles sont, c'est-à-dire que ne s'est pas senti attaché complètement aux faits kurdes, mais plutôt par un règlement politicien qui lui permettait de rester en place en Turquie, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc il s'est dit que s'il renversait la vapeur, qu'il remettait de la violence, et mettre les accusations sur le dos du PKK, il allait arriver à diviser le peuple kurde par rapport au PKK. Mais ça n'est absolument pas le cas, et même les tentatives qui ont été créées d'avoir d'autres partis, notamment des partis islamistes kurdes, n'ont pas fonctionné, et même s'ils existent, ils n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, majoritairement, le peuple kurde est derrière le PKK et derrière Abdullah Öcalan, d'ailleurs dont la libération serait un plus pour la paix dans cette région et un plus pour le règlement de toutes les questions en Turquie. Est-ce qu'il y a une explication pour que ce peuple kurde, qui à peu près représente quand même 20 millions d'habitants de Turquie, ne réagit pas à une manière qu'il a l'habitude, avec ses forces politiques armées, pour Afrin? C'est très compliqué parce que le maillage militaire turc... Est-ce que c'est un signe que Erdogan est bien implanté dans la région kurde? Non, c'est pas un signe, c'est un signe surtout que sa présence militaire est très forte et que même les manifestations pacifiques de dénonciation de l'intervention Afrin sont interdites. Non, elles n'ont pas lieu. Donc c'est très difficile. Il est vrai aussi que le PKK a pu être affaibli par tous les combats qui ont été menés. Un certain nombre de ces combattants, c'est vrai, se trouvaient au Rojava contre Daesh. Ils ont mené une lutte contre l'État islamique absolument exemplaire. Que ce qui se passe au Kurdistan d'Irak, où sont implantées des bases du PKK dans les montagnes, ce qui se passe au Kurdistan d'Irak n'aide pas non plus, dans la mesure où les partis kurdes en Irak sont aussi divisés. Donc je pense que ça montre que les choses peuvent bouger, sont très difficiles et très délicates, mais ça montre surtout qu'aujourd'hui au Kurdistan turc, c'est plutôt la main de fer d'Erdogan qui règne. Et dans l'opposition, Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, il a souhaité une réussite pour nos soldats, comme il dit. Donc, est-ce que le PKK n'est pas isolé dans la société turque à ce moment devant cette... Non, mais le nationalisme turc existe quand même, même si évidemment après le coup d'État manqué de juillet 2016, l'armée a été attaquée d'une certaine manière par l'AKP, mais le nationalisme représenté soit par la social-démocratie kémaliste existe toujours. Et donc, évidemment que dès qu'il y a une opération militaire turque est lancée, on peut être sûr que ces partis-là vont le soutenir. Moi, je pense que ça n'a strictement rien d'étonnant. Ça n'a rien à ce qui peut... C'est très difficile en Turquie aujourd'hui, notamment après la répression du coup d'État dont je viens de parler, une répression qui se poursuit contre les journaux, contre les journalistes, contre les magistrats, contre les militaires, contre tous ceux qui expriment une voix différente. Donc, y compris, même si le CHP turc soutient l'offensive, il n'empêche qu'elle est dans la ligne de mire aussi du pouvoir actuel en Turquie. Merci. Merci.